Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivresses.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. Après une énième rupture amoureuse douloureuse, on se pose beaucoup de questions. Mais quelle est la part de l'estime de soi dans la cause de ce schéma répétitif de relations amoureuses cabossées? Quelle peut être celle de son héritage culturel et familial? Vous allez certainement vous demander ce que tout cela a à voir avec une rupture amoureuse. Eh bien, pour Emma Doé, mon invitée dans cet épisode, il y a bien un lien. Dans son premier livre, intitulé S'aimer, confidence intime d'une afro-consciente, Emma Doé fait un récit sur sa quête identitaire en partant de son enfance jusqu'à l'âge adulte, tout en posant un regard microscopique sur son histoire familiale, mais aussi sur la grande histoire des peuples noirs déportés d'Afrique dont elle est une descendante. C'est une quête identitaire déclenchée après le constat de plusieurs échecs dans ses relations avec des hommes afrodescendants, des hommes qu'elle défendait par son engagement contre les injustices faites aux Noirs, mais qu'elle inconsciemment ne valorisait pas dans ses relations intimes. Quelqu'un dont je ne me souviens plus du nom avait dit « Si vous rencontrez tout le temps les mêmes problèmes dans vos relations avec des personnes différentes et que le seul dénominateur commun c'est vous, alors c'est vous le problème. » C'est en quelque sorte le constat que fait Emma Doé. Et de ce constat est partie sa quête de soi, un chemin jonché de questionnements, de découvertes, pour finalement aboutir à l'amour de soi. Le livre « S'aimer, confidence intime d'une afro-consciente » est le témoignage de ce chemin certes difficile, mais incontournable pour faire la paix avec son histoire, la grande comme la petite. Très bonne écoute avec Emma Doé. Bonjour Emma Doé. Bonjour Assel. Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour présenter ton livre « S'aimer, confidence intime d'une afro-consciente ». Merci beaucoup pour l'invitation. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir parler de cette expérience livresque et du coup de mon livre. Ok, très bien. Mais on va commencer sans plus tarder. Est-ce que tu peux nous dire qui est Emma Doé? Oui. Alors, qui est Emma Doé Sono? Donc, je suis une jeune auteure d'origine afro-caribéenne. Donc, mon père est originaire du Cameroun et ma mère de la Guadeloupe. Moi, je suis née en France, à Paris, et je continue de vivre à Paris. Voilà, donc on va dire que dans mon quotidien, c'est pas forcément l'écriture qui rythme au quotidien mes journées, puisque je fais de la formation et du conseil donc pour les entreprises. Mais c'est vrai que voilà, à un moment donné, j'ai eu le besoin de prendre ma plume pour m'exprimer. Justement, par rapport à ce besoin, alors tu l'expliques dans ton livre qui s'intitule, je le rappelle, « S'aimer, confidence intime d'une afro-consciente ». Dans ton livre, tu exprimes comment ce besoin s'est né. Pas s'est né, mais a été créé. Tu expliques comment le besoin est venu d'écrire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors je dirais que c'est un besoin vital, quand même, il y a quelque chose un peu d'organique
si je peux dire ça comme ça, qui m'a finalement amenée à l'écriture. C'est que un jour, sous la douche, seule sous la douche, j'ai vraiment ressenti donc en moi de vives douleurs. J'avais vraiment, je pense, des blessures profondes du coup qui m'asphyxiaient le cœur. Et c'est un peu comme ça finalement que j'ai eu une petite voix. Alors une voix que moi je dis plutôt familière, mais bon, chacun il donnera le sens qu'il veut. Moi je pense que c'est peut-être mon intuition, mais voilà, qui m'a dit Emma écrit, voilà. Et donc cette petite voix, pour la première fois, parce que j'avais pas l'habitude de l'écouter, et j'ai décidé de l'écouter. Et effectivement, pourquoi j'ai à un moment donné dans mon parcours de vie, j'ai eu cette douleur qui s'est vraiment exprimée au plus profond de mon être. C'est que en fait, suite à une déception sentimentale, alors ça peut paraître un peu bateau, mais voilà, c'est les choses de la vie finalement. Suite à une déception sentimentale, en fait, j'ai réalisé à quel point j'avais un déficit d'amour, un déficit pour ma personne. Et donc, c'est en étant vraiment meurtrie, en fait, par le fait d'avoir perdu, on va dire, cet être aimé, que j'ai pris conscience que finalement, en remontant dans mon parcours de vie, voilà, j'ai eu des flashs sous la douche, et j'ai pris conscience qu'en fait, dès le début, j'ai vécu en fait des histoires difficiles, des histoires douloureuses avec tous les hommes de ma vie finalement, et que peut-être que ça venait peut-être expliquer aussi pour quelles raisons j'avais du mal à venir avec des hommes à l'âge adulte, et puis aussi pour quelles raisons j'avais peut-être pas suffisamment d'amour pour ma propre personne. Donc c'est vraiment l'appel de cette petite voix qui m'a finalement amenée à mettre en mots ce que je suis en train de dire là, parce que j'en avais pas forcément conscience au moment justement où je vivais là toutes ces douleurs intérieures. Mais en tout cas, j'ai écouté cette voix et je pense que ça m'a fait un grand bien. Justement, ce livre est un peu le récit de ce parcours en quelque sorte initiatique, entre guillemets, dans la recherche de soi, dans la meilleure compréhension de soi, savoir qui on est, d'où on vient, pourquoi on fait les choses comme on les fait. Et c'est un parcours personnel, mais que tu as voulu partager avec les autres, qui pourraient éventuellement se retrouver dans l'une ou l'autre des situations que toi tu as vécues et comment tu les as ressenties. Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée dans le livre, c'est que tu es partie d'un rapport conflictuel avec les hommes afrodescendants. Donc, c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi spécialement le rapport amoureux avec les hommes afrodescendants. Ça aurait pu être un rapport avec les femmes, les amis, les cousines, les collègues, pourquoi pas. Mais pourquoi c'est parti de ce type de relation? Alors, pourquoi c'est parti ce type de relation? Alors, à mon avis, il y a plusieurs éléments de réponse dans la question. Mais le premier, on va dire le plus évident, c'est que tous les hommes qui ont croisé ma route sont des hommes afrodescendants. Donc, il y a déjà cet élément de réponse-là. Et donc, aussi, souvent, pour pas dire majoritairement, j'ai vécu quand même des écueils dans mes rapports avec les hommes afrodescendants. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse. Et puis après, le deuxième niveau, c'est que moi, dans mon histoire familiale aussi, j'ai compris, alors c'est l'écriture qui m'a amené à ça, alors il y a des choses que je savais, mais l'écriture m'a permis de mieux analyser, de mieux comprendre ce qui se jouait aussi justement avec ces hommes. C'est que dans mon histoire familiale, il y a souvent eu des schémas qui se répètent. Voilà, quand je regarde l'histoire de mon arrière-grand-mère, celle de ma grand-mère,
celle de ma mère, de ma tante, et je pourrais même parler de d'autres femmes. Bon, je vais m'arrêter à celle-là. Il y a souvent des schémas qui se répètent, donc des unions avec des hommes afrodescendants, des unions où à chaque fois donc les femmes rencontrent des difficultés et à un moment donné font le parti pris de quitter en fait ces hommes. Elles prennent leurs enfants et puis elles quittent leurs hommes. Alors certaines restent seules, d'autres ont décidé de s'unir, mais du coup, souvent, elles s'unissent en sortant, si je peux dire, du groupe d'appartenance, voilà, et en allant voir donc plutôt on va dire des hommes blancs, enfin, voilà, des hommes d'ascendance européenne, voilà. Et donc ce schéma-là, finalement, je l'avais jamais tellement interrogé, c'est-à-dire que j'en étais consciente, hein, je l'avais observé, mais je ne l'avais jamais analysé dans sa profondeur. Et en écrivant, du coup, j'ai compris qu'il y avait peut-être un nœud. Voilà. Donc c'est pour ça, enfin même je dirais avant d'écrire, hein, j'ai le sentiment qu'il y avait un nœud dans mon rapport justement avec les hommes afrodescendants et que peut-être là-dedans, il y avait peut-être des explications effectivement autour du fait de mieux s'aimer, de mieux se connaître et de finalement mieux maîtriser aussi l'histoire, que ça soit au sens général comme mon histoire familiale. Et comment s'exprime, ou alors s'exprimer ce mal-être en rapport avec la relation homme-femme afrodescendant? Comment concrètement ça s'exprime? Oui, alors, bon, moi, c'est ce que j'essaie de faire ressortir après le livre, mais c'est vrai que alors, j'ai souvent été dans des relations où finalement j'étais un peu à côté de moi. C'est-à-dire? C'est que j'ai jamais finalement réussi à exprimer mon moi profond, hein, qui j'étais réellement. Et que souvent, soit je m'approprie, on va dire, des rôles ou des fonctionnements que j'avais pu observer, donc hériter de ma famille, mais qui, on va dire, si on regarde l'histoire, s'explique aussi. Hein, voilà, donc, comme je le rappelle, moi j'ai grandi avec ma famille donc d'origine guadeloupéenne. Et c'est vrai que qu'on le veuille ou non, l'histoire aussi, certains points de l'histoire sont quand même aussi des explications pour mieux comprendre les fonctionnements groupaux ou sociaux. Et donc dans la culture donc afro-caribéenne, il y a un fonctionnement qu'on retrouve souvent. Donc c'est la famille matrifocale. On parle souvent de femmes potomitan, donc tout à fait, des femmes qui ont beaucoup de pouvoir, qui prennent beaucoup d'espace et qui finalement sont les chefs de la famille et qui laissent très peu d'espace aux hommes. Hein. Les hommes ont une place précaire en fait dans ce type de famille. Donc, ce sont des modèles qui sont hérités de l'esclavage, hein, puisque si on se remet dans le contexte de l'esclavage, finalement, le couple était inexistant, hein, puisqu'il appartenait au maître, et donc le maître avait droit de vie ou de mort, hein, sur les couples, et il pouvait aussi du coup user, si je peux dire ça comme ça, de la femme, hein, de la mère, et donc finalement l'homme noir, l'homme afrodescendant dans la plantation était complètement dépourvu de pouvoir. Il ne pouvait pas protéger finalement sa famille, il n'avait pas de moyens financiers non plus. Du coup, ce qui fait que finalement il y a quelque chose, je pense, qui est resté quand même dans ces familles-là, encore d'aujourd'hui, c'est que l'homme reste un géniteur. Voilà. Alors, du coup, voilà, moi, c'est vrai que j'avais ce modèle-là, on va dire, donc dans les relations
avec les hommes, dans certains cas, j'étais toute puissante, on va dire. D'accord. Et puis, Justement, j'allais te demander comment toi, personnellement, tu mimais ces schémas culturels. Alors, tout simplement, alors c'est vrai que moi, pareil, hein, j'ai grandi avec certains poncifs, hein, sur les hommes afro. Souvent, ils étaient finalement pas fiables, on ne peut pas trop compter sur eux. Et le qualificatif en créole qui revient souvent, c'est celui du liénègue, donc le mauvais nègre. Hein, voilà. Donc le mauvais nègre aussi, pour rappeler dans le contexte de la connotation, finalement, c'est le marron, hein, celui qui est un peu, celui qui est un peu délinquant, celui qui sort du cadre. Voilà. Alors, du coup, c'est vrai que moi, je pense que j'avais quand même au fond de moi, même si je pouvais m'unir avec des hommes afro, quand même en arrière-plan, cette idée qu'un homme afro n'allait jamais pouvoir finalement me satisfaire pleinement, que je ne pourrais jamais compter sur lui, donc qu'il fallait que je gère tout. Il ne pouvait pas être le protecteur de la famille. Il ne pouvait pas être le protecteur de la famille, que ce soit émotionnellement parlant, matériellement parlant. Donc voilà. Donc c'est vrai que, alors, bon, souvent des fois, il y a quelque chose d'assez quand même tragique, hein, c'est que des fois aussi on attire nos réalités, c'est-à-dire que on rencontre aussi. Donc c'est vrai que du coup, voilà, j'ai aussi du coup rencontré des hommes qui étaient très peu protecteurs, que ça soit émotionnellement parlant et puis d'un point de vue matériel. Voilà. Et paradoxalement, étant une femme très engagée dans les causes noires, où tu défends l'amour pour les êtres noirs, paradoxalement, dans ton intimité, tu n'as pas établi ce rapport de confiance et d'amour des hommes afrodescendants. Comment on explique ce paradoxe? Alors, effectivement, hein, c'est ce que je dis, c'est que alors, moi, tout au long de mon processus identitaire, hein, j'ai toujours quand même eu ce besoin de me reconnecter à ce que j'appelle mon africanité. Donc, ça m'a toujours habité, toujours traversé. Donc, voilà, donc, ça, c'est une partie intégrante de moi, ce qui, effectivement, m'a amené à un moment donné à rentrer dans un groupe militant, par exemple, qui luttait contre le racisme de manière générale et en particulier la négrophobie, donc c'est-à-dire le racisme anti-noir. Jusqu'à présent, hein, j'ai quand même effectivement ce que j'appelle un regard plutôt afro-conscient, donc effectivement, je porte un intérêt à tout ce qui a trait de manière générale voilà, au monde afro, que ce soit sur le continent ou dans le cadre diasporique. Mais c'est vrai que voilà, on va dire que les habitus sont des fois plus forts et que effectivement ce qu'on observe, les discours impactent aussi nos fonctionnements. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire, c'est aussi parce que je pense que mon histoire elle est peut-être singulière, mais je pense que nous tous en tant qu'afro, mais d'une manière être humain, nous sommes tous conditionnés, je pense, par des images et par des discours. Voilà. C'est vrai que moi, ce que j'explique, c'est que effectivement, j'ai été conditionnée par le discours familial. Et puis, comme je l'explique, hein, ces mécanismes d'union déchue, hein, de femmes qui quittent leurs hommes et qui bien souvent vont trouver le bonheur vers le sauveur blanc. Mais je dirais que ces schémas-là ne sont pas aussi déconnectés du contexte socio-historique. Hein, non plus. Moi, voilà, je vis en France. Jusqu'à présent, à mon sens, la France n'a toujours pas soldé son passé esclavagiste et colonial. Et donc, aussi, moi, j'ai grandi aussi dans un contexte social où, finalement,
être une petite fille afro, c'était pas quelque chose de très valorisé, que ce soit à la télé. Moi, je me rappelle des ouvrages qu'on proposait à l'école. Bon, c'était rare qu'il y avait des personnes qui nous ressemblent. Tout ce qui a trait à la culture, au savoir, à la connaissance, finalement, à ce qui constitue finalement aussi la noblesse de l'humanité, elle était souvent blanche. Alors du coup, voilà, il y a aussi tout ça qui en filigrane aussi a construit quelque part la petite fille, la jeune fille et la jeune femme que j'étais. Alors même si effectivement j'ai pu des fois sur le plan des idées être en désaccord avec ça, malgré tout, des fois dans mes pratiques et dans ma relation, je me suis rendu compte que je pouvais être porteuse moi-même finalement de préjugés. Et tu parles beaucoup dans ton livre d'union profonde et sacrée, c'est ton expression, hein? Union profonde et sacrée avec les hommes afrodescendants. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette union profonde et sacrée? Que ça signifie pour moi, donc c'est pareil, avant d'arriver à ce concept-là, ça a été tout le fruit d'un processus. Et ce que je comprends au jour d'aujourd'hui, c'est que, alors, déjà, dans un premier temps, comme je l'ai dit, moi, je porte des convictions quand même assez importantes, effectivement, tournées vers, finalement, l'amour de soi en tant que personne, mais aussi en tant qu'afro, parce que justement, je pense que c'est quelque chose de l'ordre de la réparation, parce que je pense que la négrophobie, quand même, on n'en demeure pas indemne. Je pense que ça a un impact quand même sur notre psyché. Donc tant en tant qu'individu, mais je pense aussi dans notre capacité à nous unir. Et souvent, voilà, moi j'ai souvent entendu parler beaucoup de gens, beaucoup de militants qui s'inspiraient des travaux de Cheikh Anta Diop, qui parlaient de renaissance africaine. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, j'en arrive au stade de me dire que finalement, je pense qu'un des premiers jalons, quand même, je pense à mettre sur pied, c'est quand même l'union justement profonde et sacrée entre l'homme et la femme afro. Pourquoi ? Parce que si on parle de renaissance, finalement on parle de vie. Qui est-ce qui donne la vie si ce n'est un homme et une femme ? Alors voilà, la question c'est comment finalement on peut donner de la vie, on peut donner de l'amour si soi-même nous sommes portés déjà par des conflits internes. Voilà. Donc ça c'est le premier point. L'autre point, c'est que pour moi l'union profonde et sacrée. Pourquoi je vais vous parler de ça ? Parce que je me suis rendu compte pour moi, mais aussi quand je lève un petit peu la tête, parce que je regarde autour de moi, c'est que souvent quand les gens s'unissent, finalement on se rend compte que c'est aussi le fruit d'un conditionnement. Des fois la place à l'action, je dirais, volontaire et consciente, elle n'est pas toujours, je pense, si évidente que ça quand même. Souvent les gens s'unissent parce qu'il y a il y a les émotions qui peuvent s'exprimer, il y a justement des schémas parentaux qu'on reproduit, il y a ce qu'on nomme être le bonheur parfait, que nous vend souvent à la télé, voilà. Donc souvent les gens s'unissent, à mon sens, dans ces carcans-là. Et pour moi, l'union profonde et sacrée, c'est finalement s'unir en pleine conscience avec donc moi je vais rester sur les afros, mais voilà, avec des personnes qui finalement partagent les mêmes valeurs que toi. Je pense que c'est important. Des personnes qui ont un projet commun. Donc voilà, c'est bien les sentiments, mais ça ne fait pas tout à mon sens. Et le sacré, c'est parce que aussi ma personne est aussi importante que la tienne. Voilà. Donc je suis un être sacré comme tu l'es aussi. Voilà. Donc c'est un peu tout ça. Voilà. Il y a ces trois dimensions-là
dans ce que j'appelle l'union profonde et sacrée. Est-ce que ce serait juste de dire que pour toi, le mariage, c'est un acte militant? Alors, c'est une très bonne question parce que pendant longtemps, mais je pense que voilà, c'était finalement peut-être une réflexion justement héritée de mes modèles familiaux. Mais pendant longtemps, je me suis dit, le mariage, ça sert à rien. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir des enfants. Le mariage, c'est juste une formalité. Voilà. Pendant longtemps, je me suis dit ça. Et justement, aujourd'hui, j'en arrive à la conclusion que oui, le mariage, ce n'est pas qu'un symbole. Il y a une réelle justement dimension d'engagement. Et au-delà de l'engagement, c'est aussi, alors, il y a un engagement pour soi et envers son conjoint, mais aussi, je dis quelque chose à la société. Je dis quelque chose à l'environnement. Enfin. Dans lequel je me situe. Donc, quelque part, je suis en train d'ancrer aussi, oui, une union, une vision, un projet. Et donc, oui, je pense que ça peut effectivement être un acte militant que de s'unir en tant qu'affaire, effectivement. Et justement, en parlant d'héritage, dans ton livre, tu fais allusion à un certain Mango, qui est le premier déporté de ta famille du côté caribéen. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, alors, donc moi, j'ai toujours fait des petites recherches, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez courant chez les Afro-Caribéens, mais qui est humain. Je pense qu'on a toujours ce souci finalement de remonter à ses origines. Et c'est vrai que pour beaucoup d'Afro-Caribéens, ça reste quand même souvent une impasse parce qu'on ne peut souvent pas remonter très 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 loin. Donc moi j'avais fait quelques recherches et donc effectivement j'avais identifié donc effectivement ce premier déporté de ma famille. Et il se trouve que la vie aussi des fois est assez marrante. Il y a quelques années de ça, j'ai croisé sur ma route un cousin. Voilà, on se connaissait pas du tout. Il se trouve qu'il avait le nom de Hubert. Voilà. Et du coup, on a échangé, mais c'était vraiment de manière fortuite. On est toujours en contact. D'ailleurs, Olivier Hubert, qui est un artiste. Et donc, lui m'a aussi dit qu'il avait fait cette petite recherche et il était tombé aussi sur ce fameux Mango. Et voilà, et lui, c'est lui qui m'a aussi donné ces éléments, du coup, sur le nom de Hubert. Qui du coup pour moi avait un sens profond parce que ce fameux Mango donc c'était finalement un marron un libérateur donc c'est pour ça qu'il avait hérité de ce nom-là parce que lui était tellement épris de justice qu'il a décidé en fait de quitter de fuir la plantation, mais comme il n'était pas égoïste il revenait en fait sur la plantation pour aider d'autres à se libérer aussi. Donc c'est pour ça qu'il a hérité de ce nom-là. Donc moi je le porte pas parce que il y a eu d'autres unions, mais voilà c'est le nom de mon arrière-grand-mère et de ma grand-mère également. Voilà. C'est une très belle histoire. Et je rappelle qu'il venait du Congo. Exactement, c'est vrai. Oui. Il venait du Congo. Oui. Oui. Et il y a beaucoup sur ce qu'on appelle la région de la Basse-Terre en Guadeloupe. Il y a beaucoup de gens qui sont originaires du Congo. Intéressant. Donc c'est les choses que je porte dans mon cœur. Oui, je vois ça, tes yeux brillent quand tu en parles. C'est une très belle histoire. Et alors, si il y a quelque chose que tu voudrais qu'on retienne de ton livre, qu'est-ce que ce serait?
Alors, moi, ce que j'aimerais qu'on retienne de mon livre, c'est que finalement, le titre est un peu une synthèse, hein, si je pourrais dire, de mon livre. C'est finalement toutes les dimensions de l'amour. C'est un peu ce que j'ai voulu mettre en évidence. S'aimer, s'aimer soi. Hein, donc, comment s'aimer soi, en tout cas pour moi, ça a été finalement de me réconcilier avec mon passé. Donc, mieux comprendre mon histoire personnelle, mon histoire familiale, comment celle-ci s'inscrit dans une histoire plus générale, et en particulier celle de la colonisation et de l'esclavage, hein, parce que bon, je suis pas bretonne, donc voilà, et avec mes origines, forcément, on est quand même obligé, je pense, de passer par ces méandres de l'histoire aussi pour comprendre nos fonctionnements, enfin en tout cas moi mes fonctionnements. C'est s'aimer aussi entre soi, c'est aimer les siens. Alors quand je parle entre soi ou aimer les siens, on peut l'entendre, souvent je parle de ma famille, alors on peut l'entendre au sens premier, donc les personnes avec qui j'ai des liens de sang, hein, puisque dans mon livre je parle effectivement de ma famille, hein, des rapports que j'ai pu avoir avec ma famille, mais aussi on peut l'entendre au sens plus élargi, hein, et du coup c'est vrai que moi la focale elle est plutôt sur un groupe d'appartenance, donc les afros d'une manière générale, mais j'ai des lecteurs qui viennent de d'autres groupes humains et qui s'y sont retrouvés parce que finalement la question de l'amour et du lien qu'on a avec les autres, bon, elle reste quand même universelle. Et puis s'aimer, donc c'est aussi s'aimer à l'intérieur du couple, hein, et justement, comment peut-être mieux développer l'union profonde et sacrée qui, bon, je parle de moi, mais encore une fois, bon, je vois aussi ce qui se passe autour de moi. J'ai le sentiment qu'en tout cas, si je mets vraiment le zoom sur les afros, je pense que ça reste quand même une question, à mon sens, à renforcer, à développer, parce que je reste quand même persuadée que l'impact du racisme, de la négrophobie est encore quand même, a été et reste encore quand même assez fort sur notre psyché, et que du coup, c'est difficile, je pense, d'aimer vraiment profondément l'autre quand soi-même on est encore empreint de beaucoup de détestation. Oui, oui, tout à fait. Et est-ce que Emma Doé aujourd'hui s'aime? Alors moi, oui, je pense que je m'aime. Hein. Alors, on va dire que la quête de soi, je pense que ça reste un processus long, hein, et que comme tout processus, il y a le temps, et que bon, j'espère d'ailleurs que ce que je dis au jour d'aujourd'hui sera peut-être différent, peut-être dans 10 ans. J'espère. Moi, ça montrera mon évolution, comme j'ai aussi voulu la montrer tout au long du livre. Hein. Mais au jour d'aujourd'hui, oui, je pense que j'ai vraiment gagné en amour de ma personne. Le fait d'avoir écrit, à mon sens, c'est vraiment libérateur. Voilà, je me sens beaucoup moins lourde, si je peux dire ça comme ça. J'ai déposé beaucoup de valises avec des mots profonds, hein, MAUX, qui me rongeaient. Hein, donc oui, aujourd'hui, je m'accepte pleinement dans ma personne, dans mes idées. Et puis je pense que oui, aujourd'hui, je suis vraiment prête à m'unir avec un homme afro. D'ailleurs, voilà, je les vois vraiment différemment, vraiment différemment. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, je m'aime. Et d'ailleurs, écrire aussi, alors il y a une dimension thérapeutique, mais il y a tout ce que ça a engendré derrière. Parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui, de base, voilà, comme je n'avais pas suffisamment
qui n'aimaient pas forcément m'exposer. Alors, je dis pas que c'est quelque chose avec lequel je m'éclate, hein, mais comme du coup, pour moi, ce livre, quelque part, c'est comme si c'était un bébé que je partage au monde. Voilà. Je me sens un peu investie d'une mission, voilà. Et du coup, ça m'aide, par exemple, à être avec toi, voilà, aujourd'hui, et à parler finalement sereinement de mon livre. Ça m'aide à m'exposer un peu. J'ai eu l'occasion de partir en Martinique, participer à une émission télé. Il y a 2 ans, on m'aurait dit tu vas aller à une émission de télé parler de ton livre. J'aurais dit non. Justement, je rappelle à ceux qui nous écoutent que j'ai fait ta connaissance parce que tu m'avais contacté. Tu m'avais contacté quand tu étais encore à l'état du manuscrit et tu cherchais quelqu'un qui allait te conseiller et qui allait corriger le manuscrit. C'est comme ça qu'on s'est connus. Exactement. Voilà. Et par la suite, tu as produit ton livre toute seule comme une grande. Bravo. C'était une étape. Hein. Oui. Et je suis curieuse de savoir comment s'est passée cette auto-édition. Oui. Alors déjà, un grand merci, hein, encore une fois, pour tous tes conseils. Parce que c'est vrai que voilà, moi j'ai écouté la petite voix, mais après j'ai sauté dans le grand bain, sans bouée, sans nageoire, sans rien. J'ai un peu ce côté-là aussi, hein. J'ai un côté aussi un petit peu, j'aime les qui ne risque rien à rien, hein. Exactement. Alors, mais du coup, voilà, je suis très contente de t'avoir rencontré sur ma route. Alors, pour la petite anecdote, hein, je t'ai trouvée sur LinkedIn. Hein. Merci. Et donc, ouais, ça a été pour moi une super collaboration. Alors, c'est vrai que tu avais fait le travail de relecture, mais tu m'as aussi beaucoup conseillé sur justement le processus éditorial, parce que c'est vrai que moi, au départ, je me disais, oh là là, l'édition, c'est un autre métier. Déjà, tu as écrit, c'est énorme. Voilà, pareil, hein, bon, pour moi, je suis un peu tombée par hasard, hein, dans l'écriture, même si j'en parle dans le livre. Finalement, j'avais toujours écrit, mais je me sentais, pour moi, c'était inimaginable, inconcevable qu'un jour je puisse écrire un livre. Bon, voilà. Donc ça arrivait. Déjà, pour moi, j'avais l'impression d'avoir relevé un défi. Et voilà, l'édition, pour moi, c'était une marche trop haute à franchir. Alors c'est vrai que la première chose, je me suis dit, oui, je vais passer par une maison d'édition. Je me rappelle que dès le départ, tu me disais, ouais, mais c'est l'édition, mais quand même... il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités. Réfléchis bien. Oui. C'est vrai que donc j'entendais, mais voilà, j'avais quand même ce frein. Hein, alors, voilà, hein, le processus d'amour, hein, comme je l'ai dit, il s'est développé au fil de l'eau, mais voilà, j'avais ce frein. Alors, je m'en sentais pas capable. Mais donc du coup j'ai sélectionné, parce que c'est ce que tu m'avais conseillé, donc j'ai suivi ça. Donc j'ai identifié donc des maisons d'édition qui pouvaient plus ou moins être intéressées par mon manuscrit. J'en ai sélectionné quelques-unes, et puis il y en avait une qui était tout en haut de la liste, parce que c'est vrai que, alors moi je savais que ce que j'écrivais quand même, parce que quand j'étais dans un témoignage, donc je savais que ça pouvait parler à d'autres personnes, bon, des personnes quand même qui me ressemblent, tant on va dire du point de vue des origines, mais aussi de la tranche d'âge. Et du coup, voilà, j'avais identifié une maison d'édition qui était plutôt jeune en termes d'expérience, mais aussi dans l'esprit. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y en a plein d'autres, mais qui à mon sens étaient peut-être un peu plus sérieuses, qui peut-être ne touchait pas forcément finalement la cible au niveau de l'âge, on va dire, que moi j'escomptais. Alors, du coup, je me suis tournée vers cette maison d'édition. Bon, ils ont été intéressés par le projet, mais c'est vrai que on a rencontré un petit écueil.
Du coup, c'est un peu redistribué mon scénario. J'ai eu d'autres propositions et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des auteurs qui avaient déjà publié dans ces maisons d'édition pour avoir un retour d'expérience. Et beaucoup alors m'ont dit soit qu'ils avaient eu des expériences pas trop satisfaisantes, et ceux qui avaient eu des expériences plutôt intéressantes, en fait, étaient tous dans une démarche d'auto-édition. Voilà. Donc, à l'unanimité, ils m'ont tous dit, mais franchement, aujourd'hui, donc à l'époque, c'était en 2020, Emma, franchement, fonce, regarde, même si tu fais pas ça que pour l'argent parce que tu as une autre activité, regarde quand même, donc je le dis entre guillemets, mais l'exploitation, finalement, tu produis toute la matière intellectuelle, toute la créativité, et regarde ce que tu reçois. Et puis, en plus de ça, en termes de communication, il va falloir que tu sois très active parce que la maison d'édition ne prend pas ça en charge. Alors, c'est vrai que ça m'avait quand même fait pas mal réfléchir parce que du coup, moi, la première maison d'édition que j'avais sélectionnée, c'est justement parce qu'ils avaient une très grosse force de frappe en termes de communication. Parce que voilà, c'est pareil, pour moi, c'était comme je le dis, c'est un autre métier, me mettre en avant, tout ça, c'était pas mon dada. Alors voilà, je me dis, hop, ça, je le confie à la maison d'édition. Et quand ils m'ont dit tout ça, finalement, voilà, ça a complètement fait basculer mon monde. Oui. Et le confinement est arrivé par là, donc je me dis, merci le premier confinement. Parce que du coup, j'ai eu un temps de réflexion. Alors, j'avais quand même un très, très fort sentiment d'illégitimité, parce que toutes ces personnes qui me disaient ça, c'était quand même des gens qui avaient déjà publié plusieurs livres, qui étaient quand même connus. Moi, j'étais quand même nouvelle, alors je me disais, oui, bon, ok, l'auto-édition, mais on n'est pas aux États-Unis. En France, il y a quand même... il y a encore un regard un peu, je dirais un regard de classe. C'est oui. Voilà, tout à fait. Donc le cachet de la maison d'édition, c'est qu'on est reconnu par les pairs, par l'intelligentsia, en tout cas une certaine intelligentsia. Alors du coup, voilà, moi, connaissant un petit peu quand même les codes, on va dire français, j'avais un peu ce sentiment d'illégitimité. Tu m'avais quand même mis en confiance en me disant que j'avais un potentiel dans l'écriture, mais voilà, maintenant justement, on souffre de désamour de soi, alors tout à fait. C'était pas évident pour moi. Oui. Mais bon, encore une fois, comme j'ai quand même ce goût du challenge, je me suis dit, bon allez, écoute, vas-y, de toute façon, même si j'ai eu des contrats, tu vas être dans une maison d'édition, tu vas devoir faire la com, tout ça. Alors finalement, ça change pas grand-chose. Alors j'ai commencé à prospecter pour voir un peu comment ça se passait, et je me suis dit, je vais couper la poire en deux. En fait, je vais créer ma propre maison d'édition, voilà. Donc KN Édition, ce qui fait que quand même, on va dire, ton livre, il aura quand même une maison d'édition, même si elle n'est pas connue, mais bon. Oui, je voulais juste rajouter que le fait de créer une maison d'édition pour publier ses propres livres, il y a un avantage aussi, c'est que tu sépares les finances personnelles. Voilà, donc c'est en fait une structure administrative pour pouvoir gérer tout ce qui va avec le livre. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va commencer à publier les livres d'autres personnes. Donc, c'est ce que je voulais rajouter comme... Oui. Exactement, donc c'est ça, c'est tout à fait l'intérêt que j'en ai vu aussi, au-delà des questions, on va dire, de sentiment d'illégitimité, voilà, mais c'est que, effectivement, d'un point de vue administratif, et puis en allant plus loin, j'ai vu que j'avais quand même accès à pas mal de choses en créant une maison d'édition. Alors là, pas tout de suite, mais dans quelques mois, je sais que je pourrais par exemple jouir de financement, parce qu'il y a des financements qui existent. Oui. Moi notamment, j'ai envie de faire traduire mon livre, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses
de cet ordre-là. Du coup, comme je suis un peu curieuse, j'ai envie aussi j'ai vu qu'avec la maison d'édition, j'avais plus la possibilité de me rattacher à un syndicat d'édition. Donc, j'ai envie aussi d'explorer cette piste-là. Donc, c'est pareil, il faut 1 an d'ancienneté pour pouvoir adhérer à ce syndicat. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça permet quand même d'être au fait des évolutions du secteur. Secteur. Du coup, de me professionnaliser aussi davantage parce que bon, ça c'est une première. Oui. Et puis, voilà, par rapport à toutes ces questions liées au financement, il y a, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'enveloppes budgétaires. Donc, du coup, oui, je trouvais que c'était intéressant finalement de passer par le processus de création d'une structure administrative. Exactement. Ça veut dire que si en tant qu'auteur toute seule, tu n'aurais pas eu, même bien que ce soit toujours de l'auto-édition que tu fais, tu n'aurais pas eu accès à ces financements-là parce qu'ils sont réservés à des structures qui ont le statut de maison d'édition. Tout à fait. Donc voilà, alors après, en termes de création administrative, c'est pas très compliqué, c'est comme n'importe quelle création administrative, mais du coup, moi, ce qui est important pour moi finalement, parce que encore une fois, je dis finalement, l'écriture, le processus de création, c'est un peu comme mettre un enfant au monde. Donc, une fois qu'il vient finalement au monde, quelque part, on a envie de l'accompagner aussi comme un enfant jusqu'au bout. Alors du coup, pour moi, aussi fonctionner de cette manière-là, c'est que finalement, j'étais maîtresse aussi de tous les choix, que ça aille de la couverture au choix des photos, parce que dans mon livre aussi, il y a de la photo. J'ai aussi voulu faire passer des messages à travers des images. Donc, le choix des photos, avec qui j'avais envie de travailler. Très important. Voilà. Donc, tout ça, c'est vrai si j'avais fait appel à une maison d'édition, il n'aurait pas forcément été j'aurais pas eu une grande marge de manœuvre, on va dire, sur tous ces choix. Et au final, je dois rajouter que le summum, si je peux l'appeler comme ça, c'est que tu gardes tes droits d'auteur, tu gardes ta propriété intellectuelle, elle est à toi. Oui, elle est à moi. Et effectivement, là, tu vois, alors je mesure, c'est pareil, ça c'est encore une fois, moi je le dis quand même à l'amour de soi, c'est que quand t'as pas tellement conscience aussi des fois de toi, de ta personne, de ce que tu crées, il y a des choses qui te passent un peu à côté. C'est vrai que ça, tu m'en avais parlé aussi, des droits d'auteur, de ta propriété intellectuelle. Mais moi, je dis oui, bon. Mais c'est un vrai sujet, et je pense que je préparerais des émissions spécialement sur ces questions-là. C'est un vrai sujet. On a parlé d'héritage par rapport à ton livre. La propriété intellectuelle aussi est un héritage, parce que tous les livres qui ont été publiés dans des maisons d'édition étrangères de nos grands auteurs africains, ils ne nous appartiennent pas. On ne peut rien en faire parce qu'on n'a pas les droits dessus. Donc, je pense que c'est un vrai sujet dans le domaine des livres en général et en particulier dans celui de la littérature africaine. On voit, par exemple, ce qui se passe dans le domaine de la musique. Aujourd'hui, la tendance est vers l'indépendance. Les grands artistes, ils sont en train de réacheter leur catalogue. C'est pas pour rien. Donc, parce que c'est de l'or, c'est de la matière première. Voilà. Donc, je pense que expliquer ça pour que les gens comprennent quels sont les enjeux. Oui, parce que c'est bien beau de se dire on va vers un éditeur, il fait tout le travail. Oui, mais il faut regarder sur le long terme, je pense, et voir les vrais enjeux qu'il y a derrière. Aujourd'hui, ton livre, c'est un héritage pour ceux qui viendront après toi, pour tes descendants. Tu vois, oui. Oui, je partage ça, et puis même tu vois là dans mes objectifs de fin d'année et puis même sur 2022, j'aimerais pouvoir élargir ma cible en dehors des frontières françaises. C'est vrai qu'aujourd'hui je peux me permettre d'avoir cette vision, on va dire, à 360 degrés,
parce qu'aussi, effectivement, ce livre-là, il est pleinement à moi. Enfin, j'aurais été en maison d'édition, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué en fonction de ce que j'aurais cédé comme droit, quoi. Tout à fait. Je trouve que ça donne quand même effectivement une certaine liberté quand même d'action. Tout à fait. Mhm. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Ça va très, très vite. Hein? Oui, c'est un plaisir en tout cas. Oui. Et donc, une dernière question qui est comme une tradition dans le podcast. D'accord. Si je te demandais d'effacer une seule chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait? Une seule chose dans le monde, je dirais les injustices. Hein. Ok, très bien. Mais merci beaucoup, Emma Doé, d'avoir accepté notre échange, notre invitation dans le podcast Le Salon du Livre. Je rappelle le titre de ton livre qui s'appelle S'aimer, confidence intime d'une afro-consciente, publié aux éditions KN, donc KN Éditions, qu'on peut trouver sur toutes les plateformes de vente de livres. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs, Emma? Moi, la seule chose que j'aurais à dire, c'est toutes les personnes qui ont envie d'écrire, si vous en ressentez vraiment le besoin, allez-y en fait. Voilà, moi j'ai rencontré plein de gens sur ma route qui m'ont dit merci de l'avoir fait parce que du coup ça nous donne de la force pour le faire. Mais voilà, dis-nous que si le besoin il est là, c'est que c'est pas par hasard. Très bien. Merci beaucoup, Emma Doé. Merci à toi, Astel Nadal. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.